Alors pour ma part, je ne parle pas d'un mécène, si tant est qu'on pourrait quand même qualifier Roger Dutilleul de mécène. Je ne parle pas d'un marchand, je parle de Roger Dutilleul, donc qui est ce collectionneur, qui est en quelque sorte la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui tous réunis. Parce que s'il n'avait pas rencontré Modigliani, tombé amoureux de cet artiste et donné la passion pour cet artiste à son neveu Jean Mazurel, nous n'aurions pas cette magnifique collection au LAM. Alors ce que je vous propose, c'est non pas d'essayer de rentrer dans le cerveau de Modigliani. Parfois, quand je disais à Anaïs, mais est-ce qu'on peut deviner pourquoi est-ce qu'il a retravaillé sur cette œuvre? Pourquoi est-ce que Modigliani a abandonné cette œuvre? Non, on ne peut pas rentrer dans son cerveau. Par contre, je vous propose une autre expérience. Je vous propose d'essayer de prendre le regard de Roger Dutilleul et de voir ce que Roger Dutilleul a vu quand il a rencontré les œuvres de Modigliani et qu'est-ce qu'il a ressenti quand il a vu ces œuvres. Alors, qui est Roger Dutilleul? C'est donc un personnage très discret, collectionneur très discret mais passionné. On le voit ici à droite, probablement à Mouveau, affalé dans un fauteuil, accompagné de sa sœur et de son beau-frère, les parents de Jean Mazurel. C'est un collectionneur donc qui a la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup travailler. Il a reçu de sa famille une somme d'argent suffisante pour la placer et donc il vit de ses rentes. Néanmoins, il ne faut pas s'imaginer que c'était un collectionneur extrêmement riche, mais en tout cas, il va consacrer la majeure partie de ses revenus à la collection. Euh, je trouve que cette phrase de Fernand Léger est très belle et fait bien comprendre qui était ce Roger Dutilleul. S'il n'y a pas un Dutilleul pour fixer par sa présence nos œuvres, elles sont hors la vie. Effectivement, s'il n'y a pas quelqu'un pour regarder les œuvres, pour les accrocher chez lui, eh bien, elles disparaissent. Et Dutilleul, justement, a accroché, vous allez le voir dans certaines photographies de l'appartement que je vais vous montrer, a accroché de ses œuvres, qu'à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un qu'il faisait venir chez lui, il lui faisait un petit cours d'histoire de l'art sur ce que lui voyait. Et donc, il permet à nombre d'artistes d'être présents. Alors, une vie dédiée à l'art, ça veut dire qu'il achète ses premières œuvres à 32 ans. Et les premiers achats d'avant-garde, c'est vraiment en 1907 autour du fauvisme. Et puis ensuite, à la galerie Daniel Henriquelweiler. C'est vraiment le premier soutien du cubisme. Il achète des œuvres de Braque et de Picasso. Et vous voyez sur le côté cette lettre que Picasso lui écrit et qui montre bien cette proximité avec les artistes. Picasso lui demande de venir dans son atelier observer son travail. Et on sait par d'autres témoignages que Dutilleul aimait bien sûr rencontrer les artistes, qu'il allait régulièrement dans les galeries, éventuellement dans les ateliers, mais qui restait quand même à distance pour ne pas les déranger. Euh, donc, il collectionne très tôt et il collectionne tout au long de sa vie, malgré les déboires qu'il a pu connaître avec le krach boursier qui ont fait que ses revenus étaient moindres. Même à la fin de sa vie, donc en 49, à 77 ans, il se passionne pour des jeunes, pour Bernard Buffet ou pour Nicolas de Staël. Donc, un regard qui s'est tout le temps aiguisé autour des artistes. Je vous montre je résiste pas à l'envie de vous montrer des photos de son appartement parce qu'il y en a partout. C'était un petit peu comme ses enfants, c'est comme ça qu'il les désignait. Vous avez des Braque, des Picasso, vous avez, y compris dans sa chambre, qui n'aimerait pas avoir un Torres Garcia? Alors, je vous le montre ici, on voit juste une petite bande. Un Torres Garcia, deux Picasso, un buffet ici, un autre buffet là. Ici, un Lanscoy, un Vivant, un buffet encore là. Donc, vous voyez, c'est rempli du sol au plafond, y compris ici dans la salle de bain avec les œuvres de Fernand Léger, pour lequel il va également se passionner. Euh, et Modigliani, au sein de cette collection, occupe une place particulière. On peut le voir ici, il a présenté un certain nombre d'œuvres, certainement qu'elles n'étaient pas présentées
tous les jours de la sorte. Probablement que quand Willy Meywald, le photographe, est arrivé dans l'appartement, il a dû vouloir lui présenter un de ses artistes fétiches et lui faire un petit cours sur Modigliani, on peut imaginer. On le voit ici à son bureau, Roger Dutilleul, et on voit au-dessus le nu assis à la chemise, donc qui a été étudié dans ce programme de recherche. Donc entre les mains de Dutilleul sont passées 35 peintures de Modigliani et au moins 26 dessins. Alors comment a-t-il découvert Modigliani? Eh bien, probablement tardivement d'une certaine façon, puisqu'il est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale et d'après ce qu'il raconte, c'est auprès de Paul Guillaume qu'il aurait vu la première œuvre. Mais ça n'est pas auprès de Paul Guillaume qu'il achète sa première œuvre, c'est auprès de Constant Lepoutre, marchand de couleurs. Apparemment, il raconte, donc c'est Dutilleul qui raconte dans un témoignage que Modigliani n'aurait pas pu payer ses dettes et que pour payer ses dettes auprès de Lepoutre, il lui aurait donné une œuvre. Or, la compagne de Lepoutre n'appréciait guère l'œuvre, c'était un portrait de femme apparemment, n'appréciait guère cette œuvre et Lepoutre la cède très volontiers à Roger Dutilleul. Je ne peux pas vous dire exactement à quoi ressemblait cette œuvre, malheureusement, mais voilà, c'était un portrait de femme. Et puis, à l'autre bout du spectre, peut-être, on peut voir ce fameux portrait de Roger Dutilleul par Modigliani, que Modigliani réalise en 1919. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en fait, beaucoup des œuvres que Dutilleul va acheter, il va les acheter auprès de Léopold Zborowski. Et Zborowski a essentiellement des œuvres à partir de 17, hein, bien sûr. Il y a aussi un autre collectionneur dans l'histoire, il y a Jonas Netter, avec qui Zborowski donc, crée une sorte un contrat vis-à-vis de Modigliani. Donc beaucoup des œuvres de cette période-là vont directement, disons, dans le salon de Jonas Netter. Et au bout d'un moment, Zborowski dit à Roger Dutilleul, je n'ai plus d'œuvres à vous vendre, mais par contre, Modigliani peut faire votre portrait. Et ça va un peu à l'encontre de Roger Dutilleul parce qu'il n'aime pas forcément se mettre en avant, mais il accepte pourtant cette proposition. Et Modigliani va se rendre chez Dutilleul, donc pas dans l'appartement dont vous avez vu les photographies, mais un autre appartement. Et il va réaliser cette œuvre en 7h30, selon les précisions presque maniaque du collectionneur Roger Dutilleul. Et c'est là que Roger Dutilleul est intéressant parce que il n'a malheureusement pas écrit sur le bonheur que ça avait été d'accueillir Modigliani ou toutes leurs conversations, mais il note souvent beaucoup d'éléments qui peuvent nous faire comprendre ce qu'il a pu voir au travers de Modigliani. Jean Mazurel, donc le neveu de Modigliani, nous dit que cette œuvre-là, Maternité, aurait été réalisée en au moins 19 séances. Or, et ça c'était une donnée que j'avais indiquée à Anaïs en lui disant peut-être qu'on va voir une épaisseur de peinture très importante ou des repentirs, etc. Bon, apparemment, c'était difficile de discerner ces 19 séances. Est-ce que c'est parce que l'enfant bougeait beaucoup? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, il y a les témoignages, bien sûr, des collectionneurs, de Roger, de Jean. Est-ce qu'on peut leur faire toujours confiance? Je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, on peut peser ces éléments. Donc, vraiment, Modigliani, dans la collection de Dutilleul, a une place spécifique. On voit dans ce portrait de Roger Dutilleul par Gertrude Obrady qu'elle a représenté un petit peu ses artistes fétiches, on pourrait dire. Donc, on reconnaît Maison et arbres de Braque. On reconnaît Nature morte à la brioche de Picasso, un autre Picasso déstructuré, on peut dire, sur l'autre épaule de Dutilleul. Et puis, une œuvre, Lunia Czeskowska en jaune. C'est comme ça qu'il l'appelle, en fait. Portrait de la Polonaise en jaune, je crois même qu'il l'appelle, Dutilleul, qui est proche de femmes à l'éventail qui était conservé donc, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Ce tableau de Lunia Czeskowska, actuellement, on n'a pas réussi à le localiser, mais en tout cas, comme Dutilleul le désigne comme étant jaune, on le rapproche aisément de cette autre œuvre.
encore une fois, on voit là quand Michaela Burkhardt fait le portrait du tilleul, eh bien, elle y inclut une œuvre de Modigliani. On le voit ici. C'est Jean Mazurel qui est en train de regarder ce tableau de Burkhardt. Et on voit ici, donc c'est le portrait de Laurence par Modigliani. Également ici, un autre portrait de Dutilleul par Burkhardt. Et ici, c'est Jeanne et Buterne de profil par Modigliani. Donc vraiment une grande importance au sein de sa collection. Et en même temps, on peut se pencher maintenant sur ce que la collection que Dutilleul a formée nous apprend du regard de Dutilleul sur Modigliani. Parce que comme je vous l'ai dit, principalement, il s'est fourni, on va dire, auprès de Zborowski. Donc, c'est des œuvres plutôt de la fin de Modigliani, à partir de 17. Mais il ne va pas se contenter de ce qui est disponible. Petit à petit, il va essayer d'acheter des œuvres plus anciennes et il va essayer d'avoir un panorama presque, disons, une synthèse un petit peu de l'œuvre de Modigliani. Ici, par exemple, c'est le catalogue de l'exposition rétrospective de la Galerie Montaigne. Et grâce à la méticulosité de notre ami Roger Dutilleul, on peut savoir quelles œuvres se cachent derrière Portrait de Monsieur X. Eh bien, c'est le Niçois, par exemple. Pareil, derrière Portrait de Monsieur L, c'est Portrait de Monsieur Lepoutre. Donc, effectivement, ce sont des bribes, mais il faut savoir se contenter de ces petites bribes que Dutilleul peut nous préciser par rapport à l'œuvre de Modigliani. Je vous l'ai dit, très méticuleux dans ses informations. Derrière ce buste de jeune femme de 1908, il écrit « Échanger avec le docteur Alexandre contre le portrait du graveur Maurice Drouard, son ami, tué en 14-18, que je tenais devant le lire, échangé en 46. » Donc, ce qu'on comprend à travers cette œuvre, c'est qu'avec cette remarque, c'est que Dutilleul possédait ce très beau portrait de Maurice Drouard, qu'il appelle graveur, mais donc qui était plus que graveur, qui était également sculpteur, et effectivement, comme nous l'a bien montré Diedrich tout à l'heure, c'était un personnage qui habitait la rue du Delta, donc très proche de Paul Alexandre, et certainement que Dutilleul a été sensible aux besoins de Paul Alexandre de retrouver à travers ce tableau la mémoire de son ami décédé à la guerre de 14. Et donc, c'est comme ça que Buste de jeune femme arrive dans la collection de Dutilleul. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on apprend au revers de cette œuvre. On apprend aussi tout en haut à gauche, on lit un nom, Maud Abrantès. Alors, qui a écrit ça? Autant sur la traverse, on est sûr que c'est Dutilleul qui l'a écrit, autant en haut à gauche, on peut se demander si c'est Dutilleul ou est-ce que ce serait Paul Alexandre, qui est donc le premier propriétaire de cette œuvre et qui a connu Maud Abrantès. Donc, il pouvait tout à fait écrire ce commentaire-là. Or, quand on place le buste de jeune femme, donc, qui est conservé au LAM aujourd'hui, à côté de Maud Abrantès, qui était donc au revers de bustes de femmes nues, eh bien, on trouve quelques parentés certaines physiques entre les deux. Et l'histoire ne s'arrête pas là parce que donc, ce buste de jeune femme ne serait pas seulement Maud Abrantès, il serait aussi plutôt Léontine Phipps. Et ça, ce sont les recherches d'Alessandro De Stefani que je remercie d'avoir partagé avec moi ces recherches incroyables. Il a trouvé qu'en fait, Léontine Phipps, américaine fortunée, ne pouvait pas, disons, fréquenter la bohème parisienne sous son vrai nom. Et donc, elle avait pris un nom d'emprunt qui est donc Maud Abrantès. Donc, finalement, oui, dans cette recherche, il y a les analyses incroyables que le C2RM a fait. On voit l'invisible, mais parfois, il suffit tout simplement de regarder le revers, d'enlever, parce que cette œuvre est protégée par l'arrière habituellement, d'enlever tout simplement le polycarbonate qui empêche de lire toutes les inscriptions. Et là, on découvre toute une histoire. Donc, notre buste de jeune femme qui est conservé au LAM devient, grâce aux informations des collectionneurs, non seulement Maud Abrantès, mais encore, avec les historiens d'art aujourd'hui, Léontine Phipps.
Alors, je vous ai dit, ce qui est intéressant avec le travail de collectionneur de Dutilleul, c'est qu'en fait, il a essayé d'avoir un échantillon un petit peu de toutes les périodes, de tout le travail incroyable que Modigliani a réalisé. Et donc, ne pouvant peut-être pas forcément s'acheter une sculpture, ou les sculptures n'étaient pas forcément toutes disponibles, je ne sais pas, à l'époque où il pouvait les acheter, il a acheté deux très beaux dessins, Étude pour une tête et Cariatide, Cariatide, qui est un dessin probablement préparatoire à la très belle sculpture qui est conservée au Centre Pompidou. Et puis Tête de profil est aussi dans cette veine de sculpture, en tout cas. Si Dutilleul n'a pas pu réaliser ce projet d'acquérir une sculpture, en revanche, Jean Mazurel va le faire. On le voit ici en photographie avec Picasso. Il va acheter cette tête de femme en marbre qui a appartenu à Paul Guillaume et qui permet finalement dans cette collection double de l'oncle et du neveu d'avoir également une sculpture dans cette collection. Ici, c'est les annotations, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que ayant acheté à cette œuvre de Modigliani, Jeanne et Buterne assise, il a voulu l'échanger, il l'écrit donc dans ce catalogue, échanger à Zborowski contre nu assis à la chemise. Donc il avait cette œuvre de Jeanne et Buterne, il n'avait pas de nu dans sa collection, et qu'à cela ne tienne, il propose à Zborowski d'échanger, et donc il obtient cette œuvre, cette très belle œuvre. Donc nu assis à la chemise, elle a une place toute spéciale quand même à sa droite quand il est à son bureau, comme on le voit ici. Et puis on se dit que s'il a été sensible à cette œuvre, c'est probablement aussi dû à son goût pour l'art extra-occidental, et notamment vous avez cette figure Cotta qui n'est pas sans faire écho finalement à cette figure très étrange, très allongée, très stylisée du nu assis à la chemise. Il a acquis d'autres nus, pardon, Almaïsa sur un divan, une autre étude. Et puis, une autre caractéristique de la collection de Dutilleul qui met comme un flash en fait sur les portraits que Modigliani a réalisés, c'est toute une série de portraits d'artistes. Dutilleul a été sensible à ce regard de Modigliani sur les artistes de son époque et il a créé une sorte de, ça c'est une espèce de mise en abîme de sa propre collection, puisque il a souvent acheté des portraits d'artistes dont Dutilleul avait des œuvres dans sa collection. Donc, par exemple, ici, nous avons le portrait d'Henri Laurence, et Dutilleul avait dans sa collection cette terre cuite polychromée qu'on voit ici, cette autre œuvre-là, le boxeur également. Donc, c'est une sorte d'aller-retour entre sa propre collection et le regard de Modigliani. Ici, on a Viking et Göling, donc autre artiste que Dutilleul va acquérir pour sa collection. Kisling, le portrait de Moïse Kisling, dont il a également des œuvres, Dutilleul. Et puis ce portrait de Survage, qui est aujourd'hui conservé à Helsinki, à l'Atheneum Art Museum, parce que, par ailleurs, eh bien, il avait acheté ce paysage urbain de Survage. Alors, regardez, là, on a fait un parcours un petit peu de sa collection, de son travail précis, méticuleux, à retrouver des œuvres de la période du tout début, donc avec buste de jeune femme, de sa période sculptée, et puis de mettre vraiment l'accent sur les portraits d'artistes. Mais on peut aussi regarder Modigliani avec les yeux du collectionneur en regardant tous les petits commentaires qu'il a pu faire dans les ouvrages qui sont conservés aujourd'hui à la bibliothèque Dominique Bozo du LAM. Et par exemple, ici, sous Jeanne et Buterne, on lit Clouet. Voilà, on a ce genre de petits commentaires, alors un peu lacunaires, je vous l'accorde, hein, il n'y a pas tout un discours qui accompagne cette référence, mais ça veut dire que Dutilleul voit ici Modigliani comme l'héritier d'une tradition du portrait. Donc, à quel Clouet il fait référence, ça je ne saurais le dire, puisque la famille Clouet est assez complexe, mais en tout cas, voilà, c'est l'idée de la tradition du portrait. Et d'ailleurs, quand je vous ai montré cette photographie tout à l'heure de Willy Mewald, on voit qu'il a présenté toutes ses œuvres de Modigliani et qu'elles sont
surplombé d'un autoportrait par Nicolas de Largillière. Il y a comme une sorte de pyramide, comme une sorte de filiation presque entre ce portrait classique et, et Modigliani. Et certainement que ça n'est pas un hasard. Alors, également dans ses ouvrages, on sait que Dutilleul était très sensible à l'art d'Ingres, à l'art de Chassériau. Et c'est certainement que lorsqu'il regarde l'œuvre de Modigliani, il sent ces parallèles. C'est un collectionneur, c'est un regardeur, et donc il voit toutes ces potentielles références. Et par exemple, on peut s'amuser à rapprocher le père Lacordaire de Chassériau avec le fils du concierge, qui va être acheté par la sœur de Dutilleul sur ses conseils, bien entendu. Ou bien quand on regarde Zborowska aux mains jointes, on voit assez le parallèle avec Ingres et les déformations qu'il peut créer, ou encore avec ce portrait d'Adèle et Aline Chassériau qui allonge les membres et crée des formes plus géométriques avec le portrait. Mais alors Dutilleul se permet tous les commentaires, hein, c'est son avis, son goût. Il écrit sous cette œuvre de Jeanne Hébuterne « Trop style florentin ». Alors, trop style florentin, encore une fois, je n'ai pas toutes les explications de Dutilleul derrière cette expression laconique, mais peut-être qu'il veut faire référence à quelqu'un comme Ghirlandaio. Et donc, visiblement, quand c'est trop inspiré, ça ne lui convient pas. Notez quand même au passage que le portrait de Jeanne Hébuterne de profil n'est quand même pas très loin, et que celui-ci, il l'avait acheté pourtant. Donc, le collectionneur n'est pas à une contradiction près. Également, quand on voit le petit garçon roux, donc qui est aussi aujourd'hui dans la collection du Centre Pompidou et en dépôt au LAM, il indique mystique. Alors pourquoi est-ce qu'il indique mystique? Est-ce que c'est les yeux vides? Est-ce que c'est l'espèce de frontalité que nous oppose Modigliani? En tout cas, mystique est un mot intéressant pour peut-être qualifier parfois Modigliani, et notamment avec ce portrait d'Anka Zborowska qui a aussi appartenu à Dutilleul, puisqu'on sait, hein, les arrière-plans des portraits de Modigliani sont rarement agrémentés d'éléments. Il y a rarement de bouquets de fleurs, d'éléments précis. On est plutôt dans la simplicité. Et tout doit nous faire converger vers la figure du portrait, justement. Et là, étonnamment, on a ce bougeoir qui est présent, qui est éteint, donc qui peut nous faire penser à la fin de la vie, enfin en tout cas un côté assez Memento Mori peut-être. Et donc je trouvais amusant de le mettre en parallèle avec Madeleine la Veilleuse pour essayer de comprendre ce que Dutilleul pouvait voir dans Modigliani de mystique. Et puis, bon, Dutilleul n'est pas particulièrement, comment dire, clairvoyant lorsqu'il fait de Modigliani un héritier de Paul Cézanne, parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de contemporains ont bien noté et que les historiens d'art aujourd'hui aussi notent volontiers. Mais c'est intéressant quand même de reprendre cette information, parce que ça veut dire que Dutilleul, à l'époque de Modigliani, il avait déjà bien saisi, bien compris. Et il explique qu'il n'a pas de mérite particulier, Dutilleul, à s'être intéressé aux jeunes comme Braque, Picasso ou bien ici Modigliani, parce qu'il aurait voulu acheter Cézanne et que Cézanne était déjà hors de sa portée financière. Mais on le voit bien, donc, ces 4 tableaux ont appartenu à Dutilleul. Et dans ces 4 tableaux, on voit bien la référence effectivement à Paul Cézanne, d'autant plus que ces œuvres ont été réalisées dans le sud de la France, donc il y a une proximité aussi avec le maître d'Aix. Le rôle de Dutilleul, il est vraiment important par rapport à Modigliani, puisqu'il a, en achetant ses œuvres de son vivant, puis après, il l'a aidé de son vivant, et il l'a aidé aussi par la suite à être connu d'une certaine façon. Il a cultivé auprès de Jean Mazurel le goût de Modigliani. Il a cultivé aussi auprès de, donc ici c'est sa sœur et son beau-frère qui ont acheté ces 2 œuvres de Modigliani. Donc il a essaimé autour de lui
le goût de Modigliani. Mais il ne s'est pas arrêté à son cercle familial. Il est allé plus loin en prêtant très souvent les œuvres de sa collection. Et ici, on voit une photographie de la Biennale de Venise de 1930, où il y avait une salle consacrée à Modigliani. Et vous avez ce portrait en Kasborowska, la polonaise en jaune ici, et ce portrait de jeune fille qui ont été prêtés par Dutilleul pour cette exposition. Ou bien encore ici, au musée des écoles étrangères, donc au Jeu de Paume, il a prêté très longtemps cette œuvre, donc à nouveau en Kasborowska, le fameux Niçois et Maternité, donc qui permettait au public de connaître Modigliani. Et en 1945, lorsque la Galerie de France fait une exposition de Modigliani, la plupart des œuvres qui sont exposées proviennent de la collection de Dutilleul, de Jean Mazurel. Donc le regard de Dutilleul, je vous ai dit tout à l'heure qu'on essayait de rentrer au travers de son regard. Et puis, d'une certaine façon, c'est la générosité du collectionneur qui vous livre ce qu'il a vu de Modigliani et qui vous donne la possibilité à votre tour de regarder Modigliani et de faire vivre son art. Voilà, je vous remercie.